Je voulais pas bloquer 2 ans ou 2 ans et demi de ma vie que pour l'armée. Je voulais faire un service, mais pas le bloquer complètement. Donc j'ai décidé de chercher un système où je pourrais avoir une vie à côté. Et j'ai trouvé ce Irgun qui s'appelle Irgun Khaverim. Là, ils m'ont amené à Chayenu. C'est une organisation qui aide les enfants qui ont le cancer. Et ils peuvent te dire des toutes petites phrases qui te prennent par les tripes et j'apprends de ces enfants-là. Hillel Bouana, bonjour. Bonjour. Merci de vouloir partager un peu votre parcours d'Alia qui n'a pas été toujours simple parce que vous faites partie de ces adolescents qui sont montés sans qu'on leur demande leur avis. C'était dur l'Alia au début? Ça a été très dur. Je suis parti d'une famille de 6 enfants, je suis le 3e. Quand on a fait l'Alia, on nous a pas demandé l'avis, à nous les adolescents, ni à moi, ni à mon frère d'en dessous. Les grands, ils voulaient venir donc c'était plus facile pour eux. Mais pour nous, ça a été très dur. Mon père n'était pas là à la maison, il voyageait tout le temps. Il est rentré jeudi soir, il était là pour Shabbat en général. Et des fois, il avait des voyages pour Hong Kong, donc Shabbat même, il n'était pas là 4 fois par an. C'était difficile, pourquoi? Parce que votre père était absent, parce que c'était nouveau, pour la langue, pourquoi? C'était difficile parce que, premièrement, mon père, il n'était pas là. Avec ma mère, c'était un peu difficile, elle avait beaucoup de stress sur elle tout le temps. La langue, ça a été le plus dur. Personne à la maison ne parlait hébreu. On rentrait avec des devoirs, il n'y avait pas vers qui se tourner. Des papiers de la banque, du khashmal, du maïm, de l'eau, du gaz, il y avait besoin de quelqu'un de les traduire. Donc c'était toi? Il y avait mon grand frère aussi qui aidait, mais je faisais partie pour aider à la maison et tout ce qu'il fallait traduire. Donc il y avait mes devoirs à moi, il y avait les devoirs de mes frères et sœurs, plus jeunes. Tu t'es retrouvé chef de famille? On va pas dire chef de famille, mais on va dire avoir une grande place dans la maison sans être préparé pour ça. Et tu étais au niveau de comprendre les papiers, etc., ou les devoirs de tes petits frères? Non, mais mes parents connaissaient en français, et donc moi je faisais une demi-traduction et ils faisaient 1+2 et c'était pas facile, mais c'était une vraie expérience et aujourd'hui je suis très fier d'être là où je suis. À quel moment on se dit que ça va aller mieux, qu'on va y arriver, qu'on va trouver son chemin, sa place? Après avoir fini la 5e et la 4e ici, et je commençais à avoir des vrais amis, des Israéliens. Alors pourquoi après ces 2 premières années, ça change un peu pour toi? Parce que tu commences un peu à oublier la vie qu'on a eue en France et nos repères. On commence à avoir des nouveaux repères et on commence à s'y habituer. Et à se dire, c'est vrai que c'est différent. C'est vrai que c'est peut-être même pas le même standard de vie. On avait une grande maison avec un jardin et aujourd'hui on habite dans un très bel appartement, mais c'est un petit peu différent. La différence de standard, c'est quelque chose qu'on a pris du temps à s'habituer, mais dès qu'on s'y est habitué, on a oublié ce qu'on avait avant et ça nous a plus dérangé. Quand est-ce que tu t'es senti plus en accord avec soi-même, bien dans tes baskets? Quand je suis rentré au Yishuv, c'est une yeshiva tichonite à Tel Aviv, au bout d'1 an et demi, 2 ans là-bas, c'est 5 ans en tout, j'ai eu l'impression que c'était ma place. J'avais eu des vrais amis, j'étais en internat. Ça aide aussi l'internat, parce qu'il y a beaucoup de parents français qui rechignent un peu, qui traînent les pieds, qui ont peur, qui se disent que c'est abandonner leurs enfants. Moi personnellement, je ne me suis jamais senti abandonné, et pour une raison très simple, c'est quand tu es tout le temps à la maison, ton rapport il est différent que quand tu rentres une fois toutes les 2 semaines à la maison. Quand tu rentres une fois toutes les 2 semaines, t'es attendu, on vient te chercher à la Tahana Merkazit, toujours un repas chaud. Mes parents nous déposaient tout le temps en voiture. On te dit au revoir. Ils me disaient au revoir. Mon père il venait nous voir tous les mercredis à la yeshiva. Moi et mon frère ils venaient étudier avec nous et passer un moment sympa. J'ai pas du tout senti l'abandon, j'ai senti exactement l'inverse, d'être le fils un peu plus attendu. Donc ça c'était une période agréable pour toi? Difficile, parce que le niveau était difficile, mais beaucoup plus agréable au niveau social et de la langue, de tout. Après ça, normalement, quand on a le bac, tu as eu ton bac, j'imagine, on fait l'armée. Voilà. Alors, c'était un dilemme un peu. À cette époque-là, ça n'a pas été un dilemme. Dès que j'ai eu mon bac, je voulais faire au moins 1 an de yeshiva. Ça veut dire 1 an où je me pose et je me mets à étudier quelque chose que j'ai toujours aimé, avant l'armée. Ensuite, venait la question de l'armée. Pas avant ça. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ça a été difficile, mais comme c'était en été, et c'était une yeshiva qui était avec beaucoup d'amis à moi, on a passé un super moment. C'était génial. C'était vraiment une très très belle expérience de yeshiva. C'était où? C'était à Lod, une yeshiva qui s'appelle Derech Emunah. Après, j'ai eu envie de voir autre chose. Et j'ai réfléchi à plusieurs options. J'ai appelé beaucoup d'amis autour de moi. Il y en a qui sont rentrés à l'armée, donc j'ai parti à la Lishkat Gius pour voir qu'est-ce qu'ils avaient à proposer. Je voulais pas bloquer 2 ans ou 2 ans et demi de ma vie que pour l'armée. Je voulais faire un service, mais pas le bloquer complètement. Donc j'ai décidé de chercher un système où je pourrais avoir une vie à côté, ou un petit travail, ou peut-être commencer mes études. Si tu rentres à l'armée, tu rentres à l'armée. Voilà. Tu
peux rien faire d'autre. Et ça, c'était difficile pour toi. Je voulais faire un chez-route et un endroit qui serait intéressant, mais d'un autre côté, qui allait me laisser une certaine marge pour peut-être un petit travail sur le côté, ou même éventuellement commencer mes études. Tu as trouvé déjà une façon de donner de toi-même à la société, dans un service national, je sais pas comment on appelle ça, un service Ezrahi en hébreu, et tu es rentré dans une association. J'ai trouvé ce Irgun qui s'appelle Irgun Chaverim, et donc là, ils m'ont amené à Chayenu. C'est une organisation qui aide les enfants qui ont le cancer, et surtout une aide globale. Ça veut dire et leurs frères et sœurs, et leurs parents, et la famille, tout, de A à Z. Ils aident tout le monde, quoi. Ils aident tout ce qui est autour d'un enfant malade. C'était ton choix de rentrer dans cet endroit-là? C'était complètement mon choix. Cet endroit-là me proposait de m'embaucher, donc de faire mon chez-route là-bas, tout en me laissant la liberté de faire ce chez-route. Tu es toujours en cours, en fait, là, en ce moment, pendant qu'on parle. En ce moment, pendant qu'on parle, je suis en train de faire mon chez-route Ezrahi et en même temps mes études d'architecture à Ariel. C'est joli de voir comment tu as quand même tenu, parce que tu aurais pu peut-être même te faire réformer, je ne sais pas. Pour quelle raison tu as voulu faire ce service-là? Première raison, parce que pour moi, c'est très important d'être en règle avec les choses. Je ne pouvais pas me permettre de rentrer, de faire des études d'un moyen contourné, d'être inscrit quelque part, mais de faire ses études ailleurs, et sans que la Médina ne le sache. Donc pour moi, c'était très important d'être en règle. Je dois faire mon chez-route, j'habite ici, j'ai décidé d'habiter ici, je fais mon chez-route. Quel qu'il soit, je fais mon chez-route. Si la seule option était de faire l'armée, j'aurais fait l'armée. Je crois que vous êtes 3 000 ou 4 000, quelque chose comme ça. On est en Israël, 4 000 à faire le chez-route Ezrahi dans tout Israël. C'est un parcours, surtout pour les religieux, qui est à partir de 21 ans et qui propose 3 options. Une option de 20 heures par semaine, une option de 30 heures par semaine et un chez-route complètement bitroni, qui est ou dans la police, ou dans les pompiers, ou Magen David Adom. Voilà, il y a 3 options. Et moi, j'ai choisi les 20 heures par semaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que vous êtes rémunéré, comme les soldats. Comme un soldat. On n'a pas de tenue, mais pour ceux qui sont à Magen David Adom, ils ont la tenue de Magen David Adom. Pour ceux qui sont à la police, il y a la police. Mais chacun dans le chemin qu'il a décidé de faire. Revenons à Chayenu, c'est une association que tu ne connaissais pas, que tu as découvert. Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus dans cette organisation? Ce qui m'a impressionné le plus, c'est que l'intérêt des organisateurs et des gens qui font partie de l'association à aider tout ce qui fait partie de la vie d'un enfant qui est malade. Et que ce soit prendre un café le soir, ou que ce soit les parents veulent sortir et qui cherchent un babysitter le soir, que ce soit des plus grandes activités. Et donc, ils organisent des camps de vacances aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Et c'est pour les enfants malades, c'est eux qui partent? C'est eux qui partent. Chaque enfant est avec un moniteur. Chaque enfant, vraiment. Et il s'occupe de lui. Que ce soit de prendre ses médicaments à midi, à 13h, à 20h, et s'il faut laver des habits. C'est une personne dédiée. Complètement. Il paraît qu'il y a même un hôpital sur place, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est un hôpital complètement déguisé. Extérieurement, on dirait une sorte de parc aquatique. Les médecins sont déguisés. Et c'est sur place, dans la colonie de vacances? Et c'est dans la colonie de vacances. Les enfants continuent après leur traitement là-bas. Ils peuvent voyager. Ils sont pris en charge par les médecins. Dans cette association qui t'a beaucoup touché, tu m'as dit hors caméra que tu garderas avec toi les regards de ces enfants. C'est l'abnégation de ces gens-là qui t'émeut, quoi, tout simplement. C'est la force et la maturité que chacun de ces enfants a. Et un enfant qui peut avoir 12-13 ans et une maturité des fois de personnes de 20 ans ou même plus, et ils peuvent te dire des toutes petites phrases qui te choquent à vie, te prennent par les tripes et qui te disent réveille-toi ou peu importe. Et juste de passer un moment avec ces gens-là qui ont tellement de souffrance. Il y a une année, qui a le cancer des os et elle peut à peine se tenir debout. Et donc partout où on allait, on devait la prendre avec nous. On devait prendre avec nous une chaise. Peu importe, une chaise roulante ou une chaise en plastique, on la mettait dans le bus, on prenait avec nous. Et un jour, on était sur la plage et il n'y avait pas de chaise et elle a du mal de s'asseoir au sol. Et donc on a pris la chaise de l'ambulance, c'est un brancard qui se plie comme ça et qui tient pas bien debout. Et donc il fallait toujours quelqu'un qui la tient par derrière pour pas qu'elle se retourne. Et donc tous ces moments-là qu'on vit avec des enfants, et pour nous c'est choquant, c'est incroyable de vivre quelque chose comme ça. Ça a donné plus de valeur à ta vie, à toi? Complètement. Chaque fois tu reçois un PV de 200 shekels, tu te dis merde, en fait, il y a des gens qui ont des douleurs beaucoup plus atroces que ça, et tu te dis bon, regarde les choses autrement. Et j'apprends de ces enfants-là.
Toi, tu fais ton service, donc tu pourrais te contenter de faire ce qu'on te demande. Tu as eu envie de faire plus, de les aider, notamment pour l'opération Hanouka. Alors Hanouka est à nos portes, c'est bientôt. Comment on fait, nous, pour t'aider? Le projet de Hanouka, c'est tout un projet qui s'occupe d'enfants. Et ce projet, il est surtout sur les familles. Les familles avec un enfant malade. Les frères et sœurs, ils manquent beaucoup d'affection et d'aide extérieure. Et donc, pour les 600 familles, on distribue 2000 et quelques cadeaux. Donc, à chaque famille, mais aussi à leurs frères et sœurs. Et les Mitnedjim, ils viennent et ils passent un moment, ils passent 2-3 heures dans chaque famille et à chanter avec eux et ouvrir les cadeaux. Et c'est un moment en famille. Et c'est pas, le focus, il n'est pas que sur l'enfant. Et sur tous les membres de la famille. Les familles qui ont perdu un membre, alors on va distribuer aussi à leurs frères et sœurs des cadeaux. Peu importe si le frère il n'est plus là, la famille elle reste en contact avec l'association et on leur donne aussi des cadeaux aux frères et sœurs. Les mères qui ont perdu un enfant, ça s'appelle en hébreu Imoch Kulot, donc qui ont perdu un enfant du cancer, elles ont une soirée tous les mercredis soirs au bureau. Avec un psychologue qui parle avec eux. Et chaque fois, c'est une autre mère qui prépare à manger. Ma femme, elle va préparer un repas aussi de temps en temps pour ces familles-là. Ça va beaucoup plus loin que ton service civil. Il y a beaucoup d'enfants français aussi, francophones. Il y a pas mal de familles francophones qui font partie de cette association sans qu'on les connaisse. Moi-même qui est français, je n'ai pas vu une fois un mitnadev qui soit français ou un bénévole qui soit français. Et donc, j'ai décidé de faire connaître cette association de Chayenu plus dans le monde des Français. Pour qu'il y ait plus de bénévoles francophones. Que ce soit venir en voiture et déposer des cadeaux à Hanouka, que ce soit amener un repas, que ce soit garder un enfant, que ce soit de l'argent, peu importe l'aide qui sera donnée, elle sera prise. Mais ce serait sympa pour ces petits francophones qui sont malades d'avoir aussi, parfois dans leur langue natale, dans leur langue natale, par exemple. De l'aide et même pour les parents, j'imagine que c'est un grand soulagement. Et de l'aide pour les parents aussi à l'hôpital. Souvent, il y a besoin d'aide pour la traduction, pareil, que moi j'ai vécu. Et je pense que des familles qui arrivent dans ces endroits-là ont besoin d'une aide, certes, et francophone. C'est tout à ton honneur. Mais alors, tu nous as dit en début d'interview que tu étais étudiant en architecture. Alors, comment on fait tout ça? Le service civil, les études, le bénévolat, c'est compliqué, non? C'est compliqué, je suis d'accord. Mais c'est là la force. Quand c'est difficile, on trouve des solutions. Rester 1 heure après les cours et faire ses devoirs et tu rentres à la maison et t'es libre, t'as une journée. Si c'est de trouver un autre moyen de faire son chérout et pas que de pointer des heures, mais chercher différemment, organiser des soirées, organiser un gala. Rendre les choses plus passionnantes. Et dans nos moyens. Donc c'est ce que tu fais. Pourquoi tu as choisi architecture? J'ai choisi l'architecture parce que c'est un sujet qui me passionne depuis tout petit. C'est un sujet où il y a beaucoup d'art. Mais d'un autre côté, c'est très concret. Il y a beaucoup de technicité, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'art. Et donc, c'est un métier qui mélange les deux et qui m'intrigue énormément. L'architecture, ça peut aider les gens. Ça peut nous aider à tous à vivre des meilleurs moments. Si un endroit est exigu, alors la personne elle a plus de mal à vivre à l'intérieur. Et donc, toi, juste en repensant différemment au plan, en construisant des bâtiments, que ce soit des musées, que ce soit des écoles, que ce soit des logements, qui sont adéquates aux besoins de la personne qui vit tout simplement. Nous pouvons créer des vies meilleures. C'est ça qui me pousse depuis le début et j'espère jusqu'à la fin. Je suis obligée de te poser la question parce que c'est vrai que tu as grandi beaucoup dans des mondes assez religieux. Là, tu es à l'université, donc ça n'a rien à voir. Tu t'es préparé à ça? Moi, j'aime beaucoup le fait de vivre dans un monde qui est différent. J'apprends tous les jours. J'apprends des nouveaux systèmes de vie. J'apprends des nouvelles manières de voir les choses. Et je donne mon avis aussi beaucoup. J'ai plein d'amis Chiloni, j'ai plein d'amis Haredim, j'ai plein d'amis français, israéliens. Grâce à toutes les étapes que j'ai vécues, j'ai pu connaître une grande panoplie de gens différents. Tu as fait des choses particulières quand tu t'es décidé de t'inscrire à la fac? J'ai décidé de prendre sur moi d'arriver tous les jours à la fac en chemise blanche. C'est rigolo. C'est quelque chose pour moi qui me tient à cœur. Parce que, premièrement, je peux faire du kiddush Hashem. Je peux montrer que les religieux aussi ont le droit d'aller à la fac et les religieux aussi peuvent apprendre avec tout le monde en classe. Pourquoi la chemise blanche? Parce que c'est quelque chose que tout le monde tout de suite saute aux yeux. Dès qu'on voit quelqu'un avec la chemise blanche, on dit « Ah, lui, il est religieux ». Et c'est un signal pour les autres ou un signal pour toi? Au début, je me suis dit, moi je sais ce que je vaux et c'est que pour les autres. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi pour moi. Il y a des choses que je vais pas me permettre de faire parce que je vais dire, on me regarde. Et il y a des choses que je vais pas me permettre de penser parce que je sais ce que extérieurement je vaux, donc intérieurement aussi, je dois me travailler. Comment ça se passe aujourd'hui pour le reste de tes frères et sœurs? Tout le monde habite ici en Israël. J'ai un frère et une sœur mariée et on est tous ici en Israël. On est tous très bien. À la maison, ça parle quasiment que hébreu. Mes parents ont dû apprendre l'hébreu et à table, ça parle toutes les langues.
Bon, le chemin était long, mais... C'est une énorme satisfaction. Aujourd'hui, je compte pas retourner en France, ou même habiter en dehors d'Israël. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis très très heureux d'être ici. J'ai mes amis qui me valent de l'or ici. Quand on vient en Israël, on a l'impression de pas se cacher. Pour les Chagim, on n'a pas cours. Peu importe ce qu'on vit, on peut vivre une vie de juif et c'est accepté. Il n'y a rien de plus fort de pouvoir vivre ce qu'on pense, extérieurement aussi. C'est important de faire partie de la majorité? Pour moi, oui. C'est quelque chose de très rassurant. Qu'est-ce que tu aimes faire ici? Je sors énormément en Israël. J'ai fait le nord, le sud, tous les tioulim, partout. Je bouge en voiture avec des copains et on va visiter, on va faire des tioulim. Tu te sens connecté aux gens? Énormément. Même si les gens ils sont pas des fois très agréables ou les gens disent pas toujours bonjour ou pas très polis, j'ai l'impression qu'ils sont là pour t'aider et vraiment, je le ressens. C'est des choses que j'ai ressenties plusieurs fois où il suffit que tu sois arrêté sur l'autoroute pour aller aux toilettes 2 minutes, il y a 3 voitures derrière toi qui te demandent est-ce que tu as besoin d'aide. C'est des choses qui me marquent. L'entraide entre les gens ici, quelque chose de très très fort.